Mais que faut-il penser d'Elon Musk? Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale. Alors Elon Musk, il défraie la chronique ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis le rachat de Twitter, on pensait que c'en était fini, que c'était l'apogée justement de sa transgression et non. Il a contribué à faire élire Donald Trump et il vient justement de prendre un poste dans son gouvernement. Alors dans cette émission spéciale, j'ai le plaisir à nouveau d'être accompagné par nos journalistes spécialisés des États-Unis, toi Alexandre de Galzin qui est allé aux États-Unis également pour ce reportage et ce magazine sur Trump, et toi Julien qui suit assidûment un petit peu tout ce qu'on se fait. On a voulu proposer cette émission spéciale pour nos abonnés, d'abord pour revenir sur le rôle d'Elon Musk dans les prochains jours, prochaines semaines, sa proximité réelle ou pas avec Donald Trump. Et on va revenir un peu aussi sur son idéologie, un petit peu ses évolutions, et également sur un petit peu sa biographie, c'est-à-dire d'où il s'est construit, ses échecs, ses succès. C'est un personnage aujourd'hui qui fascine en tout cas et qui va compter peut-être même un jour beaucoup plus que Donald Trump. Donc c'était important de le voir. D'abord, première question, Julien et Alexandre, toi, quel est ton regard sur Elon Musk pour toi? Mon regard est assez positif sur Elon Musk. C'est une personnalité qui aujourd'hui est le fer de lance de la civilisation occidentale dans ce qu'elle peut proposer de plus grandiose, notamment avec la conquête spatiale, ses projets avec Tesla. Il y a également des projets un peu plus controversés d'un point de vue transhumaniste, notamment avec Neuralink, etc. Mais c'est quelqu'un qui va jouer un rôle fondamental dans les années à venir. Et je pense qu'on peut dire que Elon Musk est la personnalité la plus influente du 21e siècle. Et toi, Alexandre? Je rejoins Julien sur son influence et le poids qu'il va avoir dans les prochaines années, prochaines décennies, sans doute. Après, je pense qu'on aurait tort d'en faire un champion de la droite, parce qu'effectivement, comme le disait Julien, c'est un transhumaniste, c'est quelqu'un qui a eu des enfants par GPA quand même, c'est en fait quelqu'un qui a une idéologie qui est plutôt libertarienne, c'est une certaine vision de l'Occident, mais c'est pas Elon Musk, on aurait tort de le prendre pour un conservateur. Et on aurait d'ailleurs, tort de le prendre dans notre chronique de Laurent Alexandre dans le magazine sur Trump, il l'explique. Il dit à quel point la droite conservatrice peut se tromper à son sujet. C'est intéressant d'avoir ce son de cloche. Alors, on va parler de son influence. D'abord, j'invite nos abonnés, évidemment, à s'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un commentaire pour le référencement, c'est très bien, et à télécharger l'application mobile Frontier sur iOS et Android. Si vous l'aviez fait, vous auriez découvert cette émission bien plus tôt et c'est gratuit. Alors Julien, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du rôle d'Elon Musk dans l'administration de Donald Trump? Alors, pendant la campagne, Donald Trump a plusieurs fois souligné le fait qu'il aimerait qu'Elon Musk joue un rôle dans sa prochaine administration. C'est chose faite, puisqu'il a annoncé le 13 novembre que Elon Musk, avec Vivek Ramaswamy, allait être en charge d'un département qui va être créé spécialement pour lui, c'est sur mesure. Il s'agit du département de l'efficacité gouvernementale, parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs problèmes avec les fonctionnaires. D'une part, depuis 1939, en fait, il y a un acte, c'est le Hatch Act, qui demande en fait aux fonctionnaires de ne pas être politisés. Ça a été beaucoup utilisé pendant le macartisme pour justement éviter qu'il y ait une influence communiste chez les fonctionnaires américains. Mais aujourd'hui, il y a une grande majorité des fonctionnaires qui sont démocrates et qui sont même beaucoup plus à gauche sur l'échiquier politique, ce qui peut poser un problème évident quand, par exemple, on a un gouvernement qui est du côté des républicains, comme ça va être le cas avec le second mandat de Donald Trump. Donc il y a cette première problématique, donc la politisation des fonctionnaires. Et deuxièmement, les fonctionnaires américains sont connus pour être assez inefficaces. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid. Il y a une bureaucratie qui est très lourde, ce qui peut sembler paradoxal parce qu'on a tendance à dire qu'aux États-Unis, tout est plus simple, tout est facile, notamment pour créer une entreprise. Mais il y a une bureaucratie qui est très lourde et qui peut être souvent inefficace. Donc le but d'Elon Musk, ça va être de faire une sorte d'audit pour analyser l'état de l'administration américaine et voir où il est possible de faire des économies afin de l'épurer, de la rendre plus simple et surtout plus accessible pour le peuple américain. Alors oui, c'est vrai que, Julien, sur le fond, je vais juste apporter quelques précisions. D'abord, cette administration s'appellera le DOGE, donc Department of Government Efficiency. DOGE, pourquoi? Parce que c'est notamment une référence, presque une blague d'Elon Musk, en référence à un mème très populaire sur internet où on voit un chien, un Shiba, voilà, et donc c'est un mème qui est extrêmement utilisé, que vous avez certainement tous vu. Il y a une monnaie
qui porte ce nom aussi, le Dogecoin, et monnaie que Elon Musk avait soutenue par le passé. Troisième point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Elon Musk sera en duo avec Vivek Ramaswamy, donc qui est un ancien candidat à la primaire des Républicains, qui était crédité de 6 à 8% d'intention de vote face à Donald Trump, qui s'était évidemment retiré de la course. Vivek Ramaswamy, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui présente très bien. C'est quelqu'un qui est d'origine indienne et il a cette particularité d'être assez intellectuel et d'avoir de bonnes relations avec de nombreuses personnalités en Europe et dans le monde, comme Elon Musk d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Elon Musk, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il a étendu son réseau, il a une influence quelque part mondiale, notamment très puissante en Europe. Et pour revenir sur ce que tu disais, en fait, le projet d'Elon Musk... J'entendais Europe 1 qui effectivement disait oui, l'Albanie, du coup les Italiens ne peuvent pas envoyer leurs migrants en Albanie, les juges ont décidé et Elon Musk a dit que. On a l'impression que c'est le nouveau pape. Il a une excellente relation avec Giorgia Meloni particulièrement, donc oui, c'est vrai que sa parole porte par-delà les frontières. Et en fait, pour préciser un petit peu, ce qu'il a dit, son projet tient en deux propositions principales sur l'efficacité gouvernementale. Première chose, c'est l'idée générale de faire comme ce qu'il avait fait avec Twitter, mais tu pourras peut-être nous en parler vu que tu as pas mal travaillé sur ce sujet-là. Donc, Twitter, quand il était arrivé, il avait supprimé 80% des posts en place pour n'en garder que 20% et Twitter fonctionnait quand même. Ça, c'était le premier point. Et donc, tous les bullshit jobs, comme on appelle ça là-bas, il veut les supprimer. Et ce, grâce à une simple question qui serait posée à tous les fonctionnaires, ce qui suscite aussi pas mal de blagues sur les réseaux sociaux américains, qui est « Qu'avez-vous produit cette semaine ?» Alors, le budget, c'est 6 500 milliards, c'est ça, le budget américain. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu à nos auditeurs le budget et combien il veut couper justement sur ce budget? Je crois justement qu'on est sur l'ordre de 2000 milliards de coupes par rapport à 6 000 milliards de budget. Sur les budgets de fonctionnement. Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, son objectif, c'est de réduire effectivement au maximum, mais il est parti sur un principe qui est assez simple, qui est de dire, chers citoyens, je vais aller voir si les fonctionnaires dépensent bien l'argent que vous leur donnez, s'ils sont bons dans le fait d'utiliser cet argent que vous donnez à l'État, et s'ils sont mauvais, ils partiront. Et donc en fait, on peut assister à une grande purge, et effectivement, tu le disais Julien, il y a la question de ces fonctionnaires qui sont souvent démocrates, et c'est aussi en lien avec justement une lutte face au deep state américain. C'est un terme qui est toujours difficile à définir, mais en tout cas, voilà, c'est notamment ces hauts fonctionnaires, en sachant une chose, c'est que comme en France, il y a des lois qui empêchent de virer les fonctionnaires comme on veut aux États-Unis, de les licencier comme on veut. Proposition de Robert Kennedy qui va être nommé, si ça n'a pas déjà été fait, à la santé, donc ancien candidat à la présidentielle également, qui est de dire si on ne peut pas virer tous ces gens, on peut les envoyer en tant que fonctionnaires à l'île de Guam. L'île de Guam, c'est un peu nos îles Kerguelen à nous, quelque part, et donc, quelque part, s'en débarrasser. Mais comme je le disais tout à l'heure, Eric, ça fait écho à ce qu'avait fait Elon Musk quand il avait racheté Twitter. Et si tu pouvais, comme tu as pas mal bossé sa biographie, si jamais tu pouvais nous en parler aussi. Alors, il a un fonctionnement, je pense, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, il a un fonctionnement qu'il a toujours eu dans ses différentes entreprises, qui est vraiment de rationalisation, qui concerne Tesla, qui concerne justement l'après-PayPal, en fait, quand il a lancé également SpaceX, où à chaque fois, il faisait ça avec très peu de gens et en les motivant à fond pressurisant. Alors, je pense qu'on va parler tout à l'heure, parce que sinon, on peut faire un tunnel là-dedans. Mais Julien, j'avais une autre question également, c'est que si on fait un pas de côté, Elon Musk, c'est dans le cadre d'une série de nominations du gouvernement de Donald Trump. On aurait pu se dire avant, bon, ils disent qu'Elon Musk aura une place, mais bon, peut-être qu'il ne l'aura pas finalement. En fait, il l'a eu. On en est où aujourd'hui des différentes nominations à l'heure actuelle de ce tournage? On est là, jeudi, on en est où? Alors là, Donald Trump s'est constitué déjà de fidèles. Ça, c'était extrêmement important pour lui de récupérer ceux qui ont toujours été là pour lui, notamment au moment de l'alternance avec Joe Biden. Parce qu'il faut savoir que quand même, au moment où Joe Biden est retourné au pouvoir, il y a eu beaucoup de voix dissidentes à l'intérieur du Parti républicain qui disaient que désormais Donald Trump avait fait son temps et qu'il fallait laisser la place à d'autres figures du Parti républicain. Et là où il a été très fort, c'est qu'il a réussi à reprendre le pouvoir, à purger d'ailleurs une partie du Parti républicain. Donc là, il s'est entouré de fidèles. Et ce qu'on remarque quand on analyse l'organigramme,
c'est que en plus d'avoir des fidèles, il a vraiment misé sur des individus issus de la société civile. Par exemple, au niveau du ministère de l'Immigration, il a nommé Thomas Mann, qui est un ancien policier, qui a été déjà dans des hautes fonctions en lien avec l'immigration, et c'est lui qui va être chargé de ce plan massif de renvoyer tous les immigrés clandestins directement au Mexique ou ailleurs. Il est d'ailleurs surnommé le tsar des frontières. Hey, look, they gave me 5 minutes to say a few things, so if I offend anybody tonight, I don't give a shit. How many pounds of fentanyl didn't make it in this country to kill Americans? How many known suspected terrorists didn't make it in the country? How many billions of dollars did the cartels make? President Trump is one badass president. He secured the border at the level we've never seen before. And I got a message to the millions of illegal aliens that's been released into the United States under this administration. Don't get too comfortable. We're going to need some help. Do I have any volunteers that want to come back and help run the biggest deportation operation in the history of this nation? In January of 25, the greatest president of my lifetime walking back in the White House. He tells me we got, I say 120 days. He says, no, you got 60 to lock the border down. Well, I'll tell you what. I'll tell you what I told the president. He comes back, I come back, we fix this shit. Effectivement, il est quand même intraitable quand on compare un Bruno Retailleau, place Beauvau, une fois qu'il est nommé, où il dit oui, il faut dire qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, on a l'impression de... Voilà. Lui, il dit, il est intransigeant dessus sur cette question. C'est ça, et surtout ce qui a été très important, c'est que Donald Trump a voulu virer, il faut le dire clairement, de sa nouvelle administration, tous les néoconservateurs. On avait évoqué d'ailleurs la dernière fois Mike Pompeo qui pouvait être nommé. Certains auditeurs nous ont demandé du coup quand on avait tourné cette émission. Effectivement, vu qu'on l'avait diffusée 24 heures après, entre-temps, il avait démenti justement le fait, donc on parlait bien d'une possibilité, et donc c'était vrai, c'était une possibilité, que Nikki Haley et Mike Pompeo fassent partie de son gouvernement. C'est ça. Et en fait, il s'est entouré de personnalités issues de la société civile, expertes dans leur domaine, avec Vivek Ramaswamy par exemple, Thomas Mann. Il a également nommé Suzy Wiles, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce, qui a été la vétérante des campagnes de Trump et qui a également, on pourrait la considérer comme une faiseuse de roi parce qu'elle a réussi à chaque fois à faire en sorte que des candidats républicains puissent être élus dans des zones où c'était un petit peu compliqué. Elle a notamment contribué au fait que la Floride, qui était autrefois un swing state, a basculé du côté républicain. Donc il s'est entouré à la fois de fidèles et d'experts dans leur domaine. Tulsi Gabbard aussi, qui était un ralliement de points pour Donald Trump dans sa campagne, donc une ancienne candidate démocrate à la présidentielle, je crois que c'était en 2020. Il me semble, et en fait qu'il avait rejoint pendant sa campagne, qui elle aussi, alors je crois que c'est pas encore défini à quel poste elle va être... Pour le moment, non, au moment où on tourne l'émission, je crois que c'est pas encore établi, mais elle va être nommée au gouvernement, Trump l'a annoncé. Juste un petit mot sur effectivement le tsar des frontières, comme on l'appelle. Sur l'immigration, qu'est-ce qu'il prépare Voilà, sur l'immigration, qu'est-ce qu'il prépare? Et ben en fait, le programme est très simple, il avait été annoncé il y a plusieurs mois par Donald Trump, la plus grande déportation, c'est le terme utilisé, de migrants de l'histoire des États-Unis. Concrètement, il y a 11 millions aujourd'hui de clandestins qui vivent sur le sol américain. Donald Trump veut tous les renvoyer, ou en tout cas en renvoyer le maximum. Et à cette question posée par une journaliste, justement, Mann répond. Les journalistes lui demandent « Mais alors, pour les familles d'immigrés, comment on fait pour ne pas les séparer ?» Et lui répond d'une façon très calme et très détendue « Eh bien, on les renvoie avec leur famille. » Donc, pour dire qu'en fait, il y aura aucune transigence à ce niveau-là. Ce sera effectivement, il sera intraitable. Le programme est massif parce que il y a aussi la reconstruction du mur dont on a très peu parlé dans cette campagne, mais qui toi, est au programme. Effectivement, moi j'y ai été, j'ai vu, il y a des endroits où il n'y a pas de mur. En fait, Trump veut accélérer la construction du mur. Il veut remettre des moyens chez les gardes frontières. Proportion d'envoyer un mur? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 parties, on va dire, de la frontière avec le Mexique. Il y a celle qui est couverte par le Rio Grande, donc un grand fleuve qui est assez large, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre un mur, c'est une sorte de frontière naturelle, le Rio Grande. Ensuite, il y a 1100 km de frontières sur lesquelles il y a un mur, sur 3000 en tout. Et donc ça laisse 1000 km qui sont très peu défendus, quand même, sur un petit peu moins de 1000 km qui sont très peu défendus, quand même, notamment en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là, et
Trump a fait de l'immigration le sujet le plus important de sa campagne avec l'inflation. Et d'ailleurs, quand on regarde les préoccupations des Américains, c'était les deux sujets sur lesquels ils étaient attendus. Pour ça que Kamala Harris aussi n'a pas réussi à l'emporter parce qu'elle n'était pas assez convaincante là-dessus. Mais effectivement, voilà, ce sera une politique intraitable et encore une fois, politique largement soutenue par Elon Musk avec la question des votes sans carte d'identité qui a beaucoup mobilisé durant cette campagne. Alors justement, on va essayer de parler un petit peu de l'idéologie aussi de cet homme, et Elon Musk. On sait qu'il a notamment créé PayPal avec Peter Thiel. Peter Thiel qui est il est ouvertement gay, mais c'est un soutien des Républicains depuis le début, qui est très fort. Dès 2016, je crois, il avait soutenu justement Donald Trump. Ce qui est intéressant, souvent les gens l'oublient aussi, Peter Thiel était ou Peter Thiel, je sens que je vais avoir les commentaires. Non, disons Thiel à la française. Je vais me faire laminer là, il faut être un peu sympa. Et donc, qui justement était un des premiers soutiens de Facebook et de Mark Zuckerberg. Souvent, on oublie, on dépeint Zuckerberg comme un affreux gauchiste, mais il est aussi il était à une époque dépendant de certains financiers quand même de la droite et des Républicains. On a vu d'ailleurs Zuckerberg a salué évidemment Trump et son élection en travaillant avec eux. Bon, après c'est le système américain, ça semble assez logique. Mais Elon Musk, donc, quelle est son idéologie? Qu'est-ce qui vraiment le motive et le sous-tend? Au-delà d'ailleurs, on peut le raconter rapidement, mais au-delà de l'histoire de son fils. Alors, Elon Musk, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait tort, et ce que disait Laurent Alexandre d'ailleurs dans son édito, Laurent Alexandre qui est un grand soutien d'Elon Musk, mais on aurait tort de le prendre pour un conservateur. Elon Musk est un nataliste, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut que les couples aient le plus d'enfants possible. Il faut enrayer le déclin démographique de l'Occident. C'est ce qu'il dit très, très régulièrement. Et il veut également, on le sait, aller sur Mars, coloniser et toujours avancer. Et pourquoi ? Parce que Elon Musk, c'est l'homme sans limite. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut profondément comprendre chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a un certain génie, ça c'est indéniable, et qui pense que l'humanité n'a pas de limite et qu'en fait l'humanité sera en éternelle croissance, et il veut en fait redonner une sorte de nouvel âge d'or à l'humanité. Il a vraiment un projet qui s'applique à la terre entière. C'est-à-dire que c'est pas un nationaliste, c'est-à-dire que effectivement il est du côté des républicains, mais pas pour des raisons purement nationalistes. C'est-à-dire qu'en fait il y a des considérations qui touchent au monde entier qu'il a au fond de lui. Et Elon Musk considère donc qu'en fait ce vers quoi l'humanité doit tendre, c'est à la croissance perpétuelle, et la croissance, ça marche dans tous les systèmes. C'est-à-dire que ça marche au niveau spatial, parce qu'en fait, il faut toujours explorer plus loin, il faut aller plus vite, et il faut s'installer sur Mars, c'est son projet. Alors c'était censé être pour 2030, ce sera sans doute repoussé, étant donné que, mine de rien, les avancées technologiques ont un peu pris du retard. À côté de ça, c'est celui qui va développer Starlink, qui est aujourd'hui le premier réseau mondial de satellites, qui sont déployés dans le monde entier. Voilà, il couvre énormément de pays grâce à ça. À côté de ça, il a une idéologie qui va être d'une certaine façon conservatrice, mais de façon très légère. C'est-à-dire qu'en fait, un grand paradoxe de Musk, c'est que d'un côté, il considère qu'il n'y a aucun problème à faire des GPA, il considère qu'il n'y a aucun problème à faire des PMA, il considère qu'il n'y a aucun problème au mariage homosexuel et toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, quelque chose qu'il ne peut pas supporter, et je pense que c'est parce que c'est quelque chose de personnel en l'occurrence, c'est l'idée de transition de genre. Il considère que c'est contre-naturel et que en fait ça va à l'encontre de la nature et pas au-delà de la nature. C'est-à-dire qu'en fait il considère qu'il y a une rupture à ce niveau-là. Peut-être Julien, tu peux nous éclaircir également sur... Je pense que Elon Musk, comme l'a très bien dit Alexandre, n'est pas un conservateur, mais c'est un allié de circonstance pour les conservateurs. Pourquoi ? Parce que pendant la campagne, quelques jours avant le scrutin, Elon Musk a partagé un visuel qui pour moi est la synthèse de sa pensée. On voyait sur l'image de gauche les États-Unis sous Trump, donc on voit des fusées décoller vers Mars, des billets qui tombent du ciel, des familles qui se retrouvent autour d'une table. Et de l'autre côté, c'est l'Amérique d'Harris avec donc des cheveux bleus, enfin tout ce qu'on connaît de la grande déraison. Et en fait, je crois fondamentalement qu'il sait que chez les conservateurs, il y a une structure au sein de la société et que cette structure, elle est nécessaire pour porter des grands projets civilisationnels, comme le fait d'aller sur Mars. C'est-à-dire qu'il faut des familles traditionnelles, il faut des enfants, parce que tout ça, ça donne un cadre, ça donne une structure. Et en même temps, pardon, c'est à moitié un libertarien. Exact. C'est-à-dire qu'il y a des structures, mais les structures étatiques, il faut s'en émanciper. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de paradoxes. C'est ça, et il se méfie en fait beaucoup de l'État.
il se méfie de l'État, des grandes institutions, parce que quand il a lancé PayPal, il a eu des grosses difficultés parce que c'était en quelque sorte une volonté de créer une banque en ligne. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Et en fait, c'est un homme qui méprise les règles. Il veut jouer avec ses propres règles parce que pour lui, les règles, et notamment celles qui sont imposées par l'État, sont des freins significatifs qui empêchent justement les libertés individuelles de s'exprimer et de mettre en place des projets d'envergure. Alors justement, ce que j'allais dire, c'est, et tu parlais de PayPal, Julien, est-ce que Eric, tu pourrais, parce que encore une fois, tu as pas mal bossé sa biographie, PayPal, c'est c'est le moment où Elon Musk se révèle véritablement au grand public. Oui, il faut comprendre. Alors je pense qu'on peut parler un petit peu de qui il est, parce que c'est un peu pour comprendre qui quelqu'un est, c'est d'où il vient. Effectivement, Elon Musk, de base, c'est un ingénieur. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce n'est pas simplement un entrepreneur. Donc, lorsqu'il était en Afrique du Sud, où il a eu une enfance compliquée, il le dit lui-même, qu'il avait une enfance plutôt malheureuse. Il dit qu'il a été plutôt violenté, voire battu par en tout cas, son père qui violentait sa mère. Ça l'a extrêmement marqué. Évidemment, son père aujourd'hui le nie. Il a également été plutôt tabassé en cours. Il avait plutôt un naturel un petit peu, c'est un Asperger. Il avait un naturel un petit peu bizarre, asocial, et donc forcément c'était très violent. Et l'Afrique du Sud, à ce moment-là, il y avait le côté quand même très boy scout. Mais c'est quelqu'un qui, malgré le fait que son père était violent, il y a un moment justement, ses parents étaient séparés, sa mère du coup c'est vraiment partie, il l'a suivi et 2 ans après il a voulu revenir voir son père, sa mère n'a pas compris, elle était plutôt très malheureuse. Et pourquoi ? Parce qu'il avait une encyclopédie immense et une bibliothèque immense, il avait déjà lu tous les livres de sa mère et donc il avait besoin d'aller retrouver cette bibliothèque de son père alors que c'était véritablement un enfer. Et donc ces biographes racontent comment justement il a dévoré déjà à l'époque des livres qui expliquaient comment aller sur Mars, etc. Il était complètement noyé dans cette culture. Et après, effectivement, il a eu un parcours d'ingénieur et d'entrepreneur. PayPal, il l'a fait avec Peter Thiel. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est quelqu'un qui souvent, il y a cette phrase qui va dire que Elon Musk, je n'ai pas de maison, je dors sur mon matelas, etc. C'est faux d'un côté, mais c'est très vrai de l'autre. On dit qu'il a fait fortune chez PayPal, par exemple, et qu'ensuite, il a lancé Tesla. Ce qui est faux, c'est qu'en fait, il s'est lancé dans Tesla en prenant une participation dans cette entreprise d'automobile, mais qui était une petite société. Et à ce moment-là, il n'avait pas revendu PayPal. C'est justement des mois plus tard qu'il a fait 600 millions qu'il a gagné de l'argent justement grâce à la vente de PayPal. Mais il a toujours été en prise de risque. Moi, c'est quelque chose qui me fascine aussi chez cet homme. C'est-à-dire que sur Tesla, il prenait des risques énormes. En fait, il vendait une marque. C'est un vendeur d'abord. Il s'est énormément inspiré d'ailleurs de ce qu'a pu faire Apple. Il avait recruté également des gens justement d'Apple pour vendre et pour s'occuper de la commercialisation de ces voitures. C'était un élément important. Mais lui, rappelez-vous, Tesla, au début, il vendait d'abord des voitures de sport. Il les présentait, il les vendait à des gens sans qu'elles existent. Oui. Il se retrouvait avec des retards sur la production. Il a dû parfois augmenter ses tarifs en les mettant non plus à 100 000 € la voiture, mais à 108 000 €, avec des annulations, etc. Et le jour il avait où des Tesla vrais problèmes était à industriels. l'équilibre, c'est arrivé très très tard aussi. C'est arrivé très tard et il s'est retrouvé en fait dans des situations où après il y avait le coût de la vente où quand même à l'époque, si on s'en souvient, les gens allaient acheter une Tesla, ils mettaient 5 000 € et après ils le recevaient des années après, mais ça a fonctionné. Et ce qu'il a sauvé, c'est d'ailleurs une fameuse entrée en bourse. Il est rentré au Nasdaq, il se faisait démolir quelques heures avant de rentrer au Nasdaq et ça l'a sauvé parce que le cours de bourse a cartonné. Et donc ça explique aussi comment le cours de bourse l'a souvent sauvé. Mais on se retrouve avec un SpaceX où également dans le même temps, les gens oublient. Alors SpaceX, pour rappeler aux auditeurs exactement ce que c'est. SpaceX, c'est vraiment aujourd'hui la société privée d'aérospatiale numéro 1 aux États-Unis et au monde. Ça veut dire qu'il y a un acteur privé qui est rentré justement sur le marché du lancement des fusées. Et donc ça, c'est historique. Et donc lui, il a voulu justement créer cette société. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté une petite île, c'était galère. Il est allé convaincre justement des ingénieurs, des anciens de la NASA, etc. Peu voulaient suivre parce qu'ils disaient c'est un dingue. Oui. Et les premiers essais qu'ils ont faits sur la fusée, c'était vraiment le stade numéro 1 de se dire comment on envoie une fusée. Il faut savoir que, une fusée évidemment, ça demande des millions, presque des milliards. Et à côté de ça, qu'un acteur privé se lance là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, le moyen de rémunération, c'est pas d'envoyer une fusée en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de placer des satellites en orbite et que les gens utilisent le réseau pour justement en fait s'y connecter. Et donc en fait, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il va sûrement, il y a le lancement de son téléphone
Demain, on pourra se retrouver avec un téléphone en fait de Musk qui est directement connecté et donc qui n'a pas avec les soucis de 4G, de 5G, etc. qu'on peut connaître au satellite Starlink. Donc on sait qu'il est très opérant, on l'a vu dans la guerre en Ukraine justement. Ouais, Mais sur SpaceX, ce que les gens doivent avoir en tête, c'est qu'il a fait 4 essais de fusée. Les 3 premiers échouaient, il n'avait plus d'argent, il a mis son argent personnel, il a tout hypothéqué, il lui manquait 40 millions, il a tout mis dedans. Et parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui clochait et c'était vraiment dur pour lui, il le dit, c'était éprouvant. Et c'est au 4e essai, ça a fonctionné, il s'est fait rappeler le jour même par la NASA et il a décroché 1,5 milliard de contrat. Et ça l'a sauvé. Mais sinon, il était foutu. Et je pense que c'est ce qu'il partage aussi avec Donald Trump. Ce sont des entrepreneurs qui, à un moment, justement, leur fortune, tout aurait pu basculer. Et lui, il est toujours parti du principe qu'il n'allait pas investir pour gagner sa vie ou autre. Tout ce qu'il gagnait, il le réinvestissait dans ses projets et il prenait des risques énormes. En fait, c'est un homme qui est fondamentalement pas attiré par l'appât du gain. Pour lui, l'argent, c'est un outil qui lui permet de créer de nouveaux projets toujours plus ambitieux, mais c'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir une énorme villa, 10 000 voitures, etc. Je me souviens d'une vidéo qui est assez intéressante où on voit l'une des ex-femmes d'Elon Musk, parce qu'il en a eu... Qui disent beaucoup bien de lui. Oui, d'ailleurs. Et on voit qu'ils sont dans leur salon, c'est pour la petite anecdote, peut-être que les monteurs pourront retrouver la vidéo, et elle lui explique qu'elle trouve qu'il travaille beaucoup trop, etc. Et lui, il a les yeux dans le vague, et on voit qu'il n'est pas sur le même référentiel qu'un humain classique, un humain lambda, c'est-à-dire que pour lui, il y a des projets d'ordre civilisationnel. Donc ça, ce sont des futilités, les vies de couple traditionnelles, etc. Il n'a pas le temps pour ça. Je crois qu'il consacre seulement quelques heures à ses enfants pour aller faire des promenades. Il a fait un mariage où il a demandé en mariage au bout de 15 jours aussi. Donc voilà, c'est ça. Ça va vite. Et je dirais même qu'en fait, il voit juste les relations sentimentales comme le moyen d'avoir des enfants, mais pas au-delà, parce qu'il est porteur de justement cette volonté que les gens fassent beaucoup plus d'enfants, parce qu'il a bien compris que... Il a eu des enfants par GPA, ça faut le rappeler quand même. Je ne sais plus combien, mais il me semble qu'il a eu 2 enfants. Alors il a fait, après il ne faut pas confondre avec qu'il en a eu par FIV. Oui aussi. Non, je parle de GPA, de gestation pour autrui, où il a loué le ventre d'une femme pour en fait avoir des enfants. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi qui, et comme tu le dis Julien, c'est pas quelqu'un qui est du tout attaché aux structures traditionnelles, celles de la famille. Alors je crois qu'il y avait aussi une histoire avec Amber Heard, mais ça c'était oui, bien sûr. Oui c'est ça. Oui. Non, il était avec Amber Heard, ça c'était assez connu. Hein. Bah, bravo à lui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il y a quand même ce côté chez Musk où la vie personnelle, c'est quelque chose qui va sacrifier. Et d'ailleurs, il y a eu des conséquences à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, même au niveau de son travail, on se rappelle tous de la vidéo où on le voit en train de fumer un pétard, un joint, et comme ça. Il était chez Joe Rogan. Exactement, chez Joe Rogan. Et à ce moment-là, il y a eu une énorme panique en bourse. Où en fait les gens se disent mais qui est la personne qui dirige Tesla, qui dirige SpaceX, qui est ce fou qui en fait justement va aller fumer un joint en plein milieu d'un podcast dans un cas complexe qui revendique le fait de fumer de la drogue et en fait justement c'est quelqu'un à qui il est compliqué de faire confiance généralement et d'ailleurs ça je crois que ça se voit aussi dans ses aventures entrepreneuriales aussi. Alors il y a quand même un côté où au bout du compte il y est arrivé. Oui. Mais il a toujours joué. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à X et à Twitter. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fondamentalement compris aussi les masses. Twitter, il y est arrivé très vite et il a eu des dizaines de millions d'abonnés sur Twitter. Et c'est intéressant de voir à quel point, en fait, lui, comme Donald Trump d'ailleurs, utilisait le réseau social à peu près de la même façon. Il était vraiment dans la transgression. Et donc, il a souvent joué aussi avec le cours de bourse justement de Tesla. Sur Twitter, où il a les pouvoirs parfois, on découvre, il y a une interview où on voit son directeur financier qui dit « j'ai découvert » qui disait que l'année prochaine on serait rentable, il l'a mis sur Twitter. Donc à ce moment-là, il se retrouvait obligé de le devenir, ça mettait la pression aux équipes aussi, mais surtout le cours de bourse y montait. Et il a eu d'ailleurs une enquête qui lui est tombée dessus de la SEC, donc qui est le grand géant, le contrôleur, etc., qui en fait, où il a dit j'en ai rien à foutre, c'est des vendus, etc. Il assumait, il n'était jamais couché auprès d'eux parce que la SEC suspectait justement le fait que lui, il faisait des annonces ou autres sur les réseaux sociaux pour doper justement son cours de bourse parce qu'il a besoin de liquidité pour investir. Et donc c'est intéressant ce rapport. Et ce qui est intéressant, c'est de souligner aussi que c'est au moment où les gens ont commencé à vouloir le contrôler, de la SEC, etc. Il a quand même perdu sur Tesla à un moment son poste au conseil d'administration, qu'il a commencé à se sentir extrêmement libre et à dire à un moment donné, il y en a ras-le-bol, je vais jusqu'au bout. Oui, et puis en fait, le rachat de Twitter a été une étape nécessaire pour moi dans la victoire de Donald Trump parce qu'il a vraiment créé une agora
virtuelle qui remettait la droite un petit peu en avant parce que on le savait à l'époque où c'était Jacques Dorcel qui tenait Twitter, c'était très censuré, un peu comme sur Meta d'ailleurs, Ouais. voire peut-être même d'autant plus. Et ça a été une étape vraiment nécessaire pour remettre en avant un discours de droite républicain. Et je pense que déjà à ce moment-là, il avait commencé son basculement idéologique et que ça s'est après À quoi on peut réalisé d'étape en s'attendre étape. d'ailleurs aujourd'hui sur la question de liberté d'expression, dans la mesure où ce qui est intéressant aussi de l'autre côté, c'est que Guillaume Gasparian, qui est quand même un ministre du logement aujourd'hui, je crois du logement ou de la fonction publique, mais du logement C'est ça. en France, l'a salué sur Twitter, sa Exactement. nomination, etc. C'est-à-dire qu'il est redevenu mainstream auprès de certaines élites françaises. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement pro-liberté d'expression, y compris chez Facebook et Meta, ou au contraire un mouvement de armons-nous contre Musk parce que c'est important, notamment au niveau européen. On se rappelle les combats entre Thierry Breton et Elon Il Musk. faut savoir que si effectivement Thierry Breton a toujours eu d'exécrables relations avec Elon Musk, Emmanuel Macron, lui, en a toujours eu de bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, on se souvient que, je crois que c'était en 2023 ou 2022, que Elon Musk s'est rendu à Paris pour aller rencontrer Emmanuel Macron. Rencontre qui était un peu compliquée parce que, Bernard Arnault aussi. oui, et Bernard Arnault, Oui, c'est vrai. on en parlera, je pense. On fera une digression là-dessus, c'est très intéressant. Mais en fait, quelque part, Macron, faut pas oublier que dans le fond, c'est un banquier. Et Elon Musk, lui, c'est un entrepreneur. Donc, quelque part, il y avait une relation où ils pouvaient tout à fait bien s'entendre. Elon Musk était déjà considéré comme un républicain, comme quelqu'un de droite. Il n'était pas encore officiellement soutien de Trump, mais il y avait quand même des signes qui disaient... en tout cas, il était plutôt soutien de Mélanie, déjà, à cette époque-là. Et pourtant, Macron et Musk ont eu, selon les deux partis, une excellente discussion, alors même qu'ils ne partagent pas forcément les mêmes idées. D'un autre côté, Elon Musk a de très bonnes relations avec de nombreux dirigeants, de plus en plus, et de très mauvaises avec d'autres. Je pense notamment à Keir Starmer, au Royaume-Uni, qui est en frontal face à lui, où en fait Elon Musk n'a pas peur de le critiquer en face, notamment sur la question de Tommy Robinson, sur la question des manifestations anti-immigration qui ont lieu au Royaume-Uni qu'Elon Musk soutenait face à Keir Starmer. Il y a Au Justin Trudeau aussi, il a dit que ce serait le prochain. Justin Trudeau, effectivement, où c'est pareil, une assez grosse catastrophe. Au Brésil, il y a eu une grosse affaire aussi il y a quelques mois sur laquelle je voudrais revenir. Il était expulsé. C'est-à-dire qu'en fait, Twitter a été interdit au Brésil par un juge qui s'appelle Alexandre Morales. Et ce juge, donc, qui est un juge de gauche, qui est évidemment soutient Lula et est soutenu par Lula, donc c'est quelque chose qui a été décidé concomitamment par les deux. Et en fait, ils ont décidé d'interdire Twitter au Brésil, et ce pendant quelques jours. Ils ont également aussi tenté d'interdire Starlink sur la même période. Alors que Starlink, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est très peu utilisé en France aujourd'hui Starlink parce qu'on a déjà une bonne couverture de réseau. Et par exemple, quand j'étais à la frontière entre les États-Unis et le Mexique où on captait rien du tout, en fait Starlink, c'est le seul moyen dans les endroits où on capte pas d'avoir une bonne connexion et de pouvoir vraiment accéder Même si abonnement Internet. coûte plus cher. Comment ? Même si abonnement coûte plus cher, Oui, mais en France, mais dans les c'est-à-dire- zones un peu reculées, souvent il y a du Starlink. Ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les zones blanches, comme on dit, ou les zones grises. Et en fait, au Brésil, évidemment, c'est nécessaire, parce que le Brésil, c'est un État qui est extrêmement rural. C'est un État où il y a évidemment énormément de forêts, où tout se concentre sur quelques centres urbains, mais si on n'est pas dans ces centres urbains, c'est fichu. Et donc, en fait, voilà, Starlink et Twitter coupés. Et donc, en fait, Elon Musk a de très mauvaises relations avec certains dirigeants parce qu'il n'a pas peur de prendre position pour l'un ou pour les autres. Parfois aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Elon Musk ne défend pas la liberté d'expression sine qua non. Je prends l'exemple de la Turquie, où Elon Musk avait suivi sans sourciller les requêtes d'Erdogan quant à la censure La de Chine Twitter aussi. en Turquie. Il y avait en fait quelque part Elon Musk a signé quelque part sans rien dire sur les requêtes d'Erdogan à ce niveau-là. Donc c'est pas en ouverture sur la liberté d'expression, ça dépendra sans doute, comme ça dépend déjà aujourd'hui, de la politique nationale à ce sujet-là et des relations d'Elon Musk avec le président ou le chef d'État en Je question. pense que tu as raison, tout va dépendre en fait des premiers résultats de Donald Trump et s'ils sont bénéfiques, ça va forcément retomber positivement sur Elon Musk. Mais je crois qu'en fait, Elon Musk ne réfléchit pas seulement du simple cadre américain. J'ai vraiment l'impression qu'il veut que désormais, en Occident, il y ait un nouveau souffle, une sorte de révolution conservatrice, même si on a dit tout à l'heure qu'il n'était pas vraiment conservateur. Mais il voulait, je pense qu'il va œuvrer notamment au Canada pour faire gagner
le parti conservateur face à Trudeau. Et je pense que dans les prochains scrutins, que ce soit au Canada, au Royaume-Uni, en France, à chaque fois, il va vouloir pousser le plus possible les partis de droite. Je ne serais pas surpris si, par exemple, en 2027, il joue un rôle beaucoup plus appuyé pour faire vraiment avancer un projet conservateur et national, on pourrait dire, dans plusieurs pays. À mon avis, il ne se focalise pas seulement sur les États-Unis. Forcément, étant donné qu'il regarde vers Mars, je pense qu'il est à minima capable de regarder vers pour le l'Europe coup, ou oui. l'Asie. On parlait de discussion tout à l'heure, mais que diable allait faire Elon Musk dans la galère de la guerre en Ukraine? On a vu justement qu'il était là pendant le coup de fil entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Est-ce que tu peux nous en parler, Julien? Je pense qu'il y a eu un changement de position de Musk pendant le conflit. Je crois fondamentalement qu'au début, il était pro-ukrainien parce que, vu qu'il était très attaché aux libertés, le fait que la Russie puisse envahir comme ça l'espace ukrainien, il a vu ça comme un retour de cet État qui méprise en quelque sorte, c'est-à-dire, oui. Juste une seconde, effectivement, à ce niveau-là, pour donner les faits, appuyer les faits de ce que tu dis. En fait, Elon Musk avait assuré dès le début du conflit, par un entretien avec Volodymyr Zelensky qu'il avait eu, la couverture de tout le territoire ukrainien en réseau Starlink. Ça, c'est quelque chose, et gratuitement, exactement. C'est quelque chose qu'il a fait dès le début. Donc, il n'y a pas eu aucune controverse là-dessus. Elon Musk a soutenu fermement Volodymyr Zelensky, mais après, comme tu allais le dire, il y a une lassitude qui s'est installée. C'est ça. Et je pense qu'aussi, en fait, au départ, je pense que tu le sais parce que tu t'es penché sur la biographie de Musk. Musk n'aime pas vraiment la Russie parce que quand il a voulu au départ se lancer dans la conquête spatiale, il cherchait des restes de missiles balistiques pour faire des essais. Il s'est rendu en Russie et il a été méprisé par il le prenait pour le jeune de 28 ans qui a pour un fou furieux. Et dans le trajet du retour en avion, il n'a pas aligné un mot et je pense qu'il a nourri une forme de mépris envers la Russie. Donc au départ, il a vraiment soutenu le régime de Zelensky, mais il ne faut pas oublier que Musk, c'est un pragmatique. Il a bien vu que la guerre commençait à s'enliser, que un pragmatique. Pardon ? Un pragmatique. Je pense qu'il est pragmatique. De toute façon, tu es obligé de l'être quand tu as des entreprises aussi importantes. Pragmatique idéaliste, on va dire. Pragmatique / idéaliste, ce qui peut être paradoxal, mais de toute façon, c'est un homme plein de paradoxes, donc c'est pas si étonnant. Mais il a commencé après à changer son fusil d'épaule et il a compris surtout qu'il y avait des sommes massives qui étaient allouées à l'Ukraine pour au final pas grand-chose, que la guerre commençait à s'enliser, qu'il y avait des pertes des deux côtés. Et pourquoi il est dans ce coup de fil alors avec Zelensky? Quel est son rôle en fait? Ça en dit long quand même, sa potentielle influence, son importance. Mais on a même l'impression... Parce qu'il a un point de vue qui doit être dans ce type de coup de fil. Si on parlait des réseaux, on parlait de Starlink, de la couverture de tout le territoire, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'en fait, si Elon Musk se met à faire payer Starlink ou alors coupe l'accès à Starlink pour l'Ukraine, ça a une pression immense parce qu'en fait, énormément de communication employée par les Ukrainiens en fait passent par ce réseau de satellites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même quelque chose, la communication, on le sait aujourd'hui, le traitement de l'information, s'il y a une guerre de l'information perpétuelle dans le monde entier, dans chaque pays, et ben en fait, c'est bête, mais Elon Musk a un vrai poids géopolitique dans ce conflit à lui seul, quelque part. Mais parfois, on a même l'impression, là, depuis quelques semaines, je trouve que, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que Elon Musk est presque le vice-président de Donald Trump. Ce qui d'ailleurs peut gêner J.D. Vance à un moment donné. Après, étant donné qu'il est né en Afrique du Sud, il ne pourra jamais être président. C'est peut-être ce qui lui permet d'être mis en avant. C'est ça c'est une certitude, mais c'est vrai J.D. Vance est invisibilisé parce que Elon Musk prend un poids qui est extrêmement important au sein de cette administration. Et en parallèle, en second couteau, on a Robert Kennedy qui prend aussi un poids... une place supplémentaire. Après, c'est pas étonnant, le vice-président, en règle générale, est censé être relégué en second plan. C'est ça, mais vu que le vice-président, souvent, est dans les starting blocks pour devenir président par la suite, et que là, sachant que Donald Trump ne pourra pas se représenter puisque la Constitution... Il l'a évoqué, j'ai vu. Oui, il a commencé à l'évoquer. D'ailleurs, je pense honnêtement que si tout se passe bien durant ce mandat, et je crois fondamentalement qu'il y aura quand même des points de friction à certains moments entre Donald Trump et Elon Musk, je suis convaincu que Elon Musk aura le souhait, notamment avec Peter Thiel,
d'ensuite lancer J.D. Vance à la Maison-Blanche, parce qu'en plus, ils savent que J.D. Vance est très alerte sur les questions. Il vient de la Silicon Valley aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, J.D. Vance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui a été poussé, lancé et qui a travaillé avec Peter Thiel. Alors peut-être que je pense que nos auditeurs, il y en a beaucoup qui... Il a investi dans un réseau social, non? C'est pas Crimble ou c'est J.D. Vance? Je vais le retrouver, je te laisse très bien. continuer. Et donc, en fait, c'est vrai que pour nos auditeurs qui ne le savent pas, alors Peter Thiel, c'est quand même quelqu'un d'un peu particulier. C'est-à-dire que c'est effectivement, tu le disais, Eric, une personnalité qui est conservatrice, mais ouvertement gay aussi, donc quelque chose qui peut sembler un peu contre-intuitif du point de vue républicain. Mais il y a autre chose qui est intéressant à savoir avec lui, c'est qu'il fait partie de ce réseau des, on va dire, d'une alt-right, donc une droite alternative, on pourrait dire. Thiel est un libertarien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il croit effectivement à la décroissance maximum du rôle de l'État dans l'économie. C'est quelqu'un qui, effectivement, est un riche homme d'affaires qui pèse beaucoup, qui avait lancé des personnalités comme James O'Keefe aux États-Unis, donc personnalité conservatrice très connue. Thiel, c'est quelqu'un qui en fait a beaucoup de poids en Arizona aussi. C'est un État où en fait c'est lui qui est un peu aux manettes sur le camp républicain. Quelqu'un qui a une assez grande influence dans tout le milieu conservateur intellectuel américain. Donc libertarien, et à côté de ça, c'est quelqu'un qui va croire tellement dans le marché qu'il va jusqu'au bout du capitalisme en étant défavorable à la concurrence, parce qu'en fait il considère que ouvrir à la concurrence, en fait c'est déjà c'est déjà restreindre le marché, et donc en fait il est pour la création de grands monopoles, et donc en fait il a une vision qui est presque une vision prométhéenne en fait de l'entreprise, où en fait voilà, c'est l'entreprise la plus puissante, qui a le monopole, c'est la loi du plus fort qui domine toujours, et si ça doit aller jusqu'au monopole, ça va jusqu'au monopole. Et donc il est pour un système, j'en finis là, dans lequel en fait il y aurait en fait, il est pour quelque part une sorte de démocratie du futur qui serait pas complètement une démocratie. Il est pour qu'en fait l'État soit géré à la manière d'une entreprise. Et c'est quelqu'un qui a une influence énorme chez les conservateurs. Pour préciser, donc je ne me suis pas trompé, c'est Rumble. Donc Rumble, pour ceux qui ne connaissent pas, Rumble, c'est une forme de concurrent de YouTube. Alors ceux qui ont des doutes vis-à-vis de lui, Rumble est bloqué en France. Donc plein de gens là vont se dire, je le télécharge, alors que c'est une bonne chose. Et donc c'était vu comme un concurrent justement, qui est plutôt conservateur. Ça a été critiqué parce qu'il disait qu'il y avait de la haine en ligne dessus, etc. Et donc dessus, typiquement, il a investi dedans avec Peter Thiel. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que les riches en France aujourd'hui, ils vont pas investir dans des trucs qui sont censurés dans des gouvernements étrangers. Donc on est à des niveaux où c'est des milliardaires qui vont sur des projets mais très très tendus quand même. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que au sein du Parti républicain, pendant des décennies, il y avait toute une frange qui était technophobe, c'est-à-dire un rejet des nouvelles technologies, une sorte de méfiance, ce qui est souvent d'ailleurs propre à la droite, un peu la droite vieillissante qui a du mal qui a toujours un train de retard en fait par rapport à la gauche sur ces questions-là. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec cette mafia PayPal, c'est le surnom qu'ils aiment bien d'ailleurs se donner eux-mêmes, c'est qu'ils permettent, cette mafia PayPal permet aux républicains de se donner une sorte de coup de jeune et d'être de nouveau attractif pour la population la plus jeune des États-Unis. En proposant un futur. C'est ça, sachant que, par exemple, si on analyse les données du vote des jeunes aux États-Unis, on se rend compte que dans la génération Z, il y a de plus en plus de conservateurs, et que les jeunes hommes, notamment de 18-25 ans, ont voté massivement pour Donald Trump. Et ça, c'est la grande force de la droite, parce qu'on en parlait lors de l'entretien qu'on a tourné avec M. Bock-Côté, c'est le fait que la droite a du mal souvent à parler aux jeunes. Et aux États-Unis, vraiment, le Parti républicain a réussi à tisser tout un univers sur Internet, notamment avec des podcasts. Les podcasts ont joué un rôle extrêmement important dans l'élection, notamment par le biais de Barron Trump, le plus jeune fils de Trump qu'il a eu avec Melania, qui a été un bon conseiller justement pour toucher ce nouvel électorat qui est sensible aux nouvelles technologies. Beaucoup d'ailleurs maintenant. Exactement. Et pour revenir à Musk, Eric, est-ce que tu pourrais nous parler de la relation qu'il a un peu avec les médias aussi? Parce qu'en fait, il y a des apparitions qui sont rares et qui sont souvent détonnantes. Enfin, est-ce qu'il y a
des interviews qui ont particulièrement marqué ou des... Alors ça, c'est Julien qui connaît le plus, mais il y a surtout, moi je vais dans le sens de Julien, à chaque fois on l'a vu sur des podcasts. C'est-à-dire que ça a quand même été la grande force. Elon Musk était bien plus d'ailleurs en avance par rapport à Donald Trump sur ce sujet. On parlait tout à l'heure de la question sur Joe Rogan, sur les différents podcasts, mais il était souvent en guerre de toute façon par rapport aux médias. Mais justement, moi Julien, sur Musk aujourd'hui, il y a une problématique qui m'interroge, c'est sur l'avenir d'un point de vue financier. Comment il arrive à gérer SpaceX, Tesla, être au gouvernement? Est-ce qu'il ne se retrouve pas potentiellement sous contrainte des marchés financiers? Parce que selon ce qu'il va dire ou autre, selon que ça va plaire ou autre, eh bien, il va plus ou moins gagner de l'argent. Je crois d'ailleurs qu'il a gagné de l'argent suite à l'élection de Donald Trump. Il a gagné de l'argent. 25 milliards, je crois, de valorisation. C'est ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se fixer. Il est sur tout un tas de projets. Et d'ailleurs, c'est connu de notoriété publique, il prend de la kétamine pour se calmer. Hein. Il a une prescription de kétamine parce que justement, il a ce côté hyperactif de touche à tout. Donc, il est obligé un peu de faire redescendre la pression. Donc, je pense que l'avenir de Musk va vraiment dépendre de ce que va faire Donald Trump pendant ce mandat. Parce que, comme tu l'as dit au début de l'émission, Donald Trump, le chapitre va se finir à peu près dans 4 ans, puisqu'après, il ne sera plus vraiment en politique. En tout cas, il ne sera plus président des États-Unis. Il ne pourra plus le redevenir. Mais par contre, Musk, il est beaucoup plus jeune. Hein, il a la cinquantaine, il me semble. Et il a encore un rôle significatif à jouer, que ce soit dans la politique américaine, mais également avec ses projets en parallèle. On parlait de leur entente à la dernière émission, parce que là, c'est la deuxième spéciale. On a vu après Elon Musk, justement, chez Trump à Mar-a-Lago. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'état des lieux de leur relation? On l'a vu aussi poser un petit peu sur la photo de famille, comme s'il en faisait partie. C'est ça. Alors là, la relation est idyllique. Il faut quand même noter que Donald Trump, lors de son discours de victoire, il a quand même consacré 4 minutes entières. Le quart de son discours. Voilà, c'est ça, à féliciter Elon Musk, à vraiment le mettre en avant parce que ça a été l'un des architectes de sa victoire. Il a pris une photo avec sa famille, d'ailleurs Trump a dit, je suis avec c'est mon oncle. Mon oncle. Il le considère comme son oncle, donc il va y avoir un rapprochement entre la dynastie Musk et la dynastie Trump. Il joue pas au golf, Musk? Je pense pas. Non, je pense pas. C'est pas public en tout cas. Il est trop nerveux à mon avis pour jouer au golf. Mais lui, c'est un fighter, lui en revanche. Oui, c'est vrai qu'il voulait faire un combat de MMA avec Mark Zuckerberg dans le Colisée. Malheureusement, on n'a pas pu assister à ce grand moment. Mais ce qui est très intéressant, par contre, chez Musk, c'est le fait que justement, il joue beaucoup cette carte de l'humour, ce côté très irrévérencieux. Et ça dénote parce qu'on parlait de Bernard Arnault tout à l'heure, qui a été longtemps l'homme le plus riche de la planète et qui a un côté assez rigide, formel, l'élite à la française, on pourrait dire. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir une personnalité aussi importante qui est capable de faire montre d'humour, qui est capable de vraiment parler à la population américaine, parce qu'en fait, ça crée une sorte de pont entre à la fois les élites américaines qui vont faire avancer le pays et surtout la population. Et la population, elle est nécessaire pour faire avancer ces grands projets, notamment que ce soit SpaceX, Tesla ou autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une sorte de populisme vertueux, comme l'avait souhaité Christopher Lasch dans ses ouvrages, c'est-à-dire vraiment une articulation parfaite entre les élites qui ne sont pas forcément l'ennemi du peuple. Et je trouve que c'est très intéressant justement le fait qu'il est capable de parler comme n'importe quel Américain. D'ailleurs, c'est intéressant de noter quand on parlait justement de j'allais dire Raphaël Arnault, Bernard Arnault, pardonnez-moi. C'est pas les mêmes. C'est que le fils de Bernard Arnault était à Madison Square, au meeting de Trump, et les relations en fait sont plutôt bonnes. Il faut souligner que justement, je crois que ça doit être Gucci ou Dior qui fait en tout cas LVMH, la majeure partie de son chiffre d'affaires à l'étranger, c'est aux États-Unis au niveau du luxe. Et qu'à l'époque, Donald Trump, entre 2016 et 2020 justement, avait dit qu'il allait augmenter les droits de douane sur toute une série de produits. Il avait exonéré justement, grâce au lobbying de Bernard Arnault, les produits de LVMH. Et là, on se retrouve, et c'est souvent d'ailleurs critiqué par exemple par Mediapart en France, avec une véritable offensive d'un Bernard Arnault. C'est intéressant parce que c'est conjugué en même temps avec ce qu'on commence à voir d'un rapprochement entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré.
il y a cette sensation où je pense que, parce qu'on l'a vu, hein, Bernard Arnault et Vincent Bolloré sont allés au Puy du Fou ensemble. Il y a des rumeurs vraiment de rapprochement. On sait qu'ils avaient fait un deal autour de Lagardère, puis de Paris Match, etc. Depuis le début, effectivement, on se retrouvait avec les pubs d'LVMH dans le JDD et aujourd'hui très largement dans le JD News. Et donc, il y a ce côté aussi d'un Bernard Arnault qui, avec l'élection de Trump, dont il se rapproche, hein. Trump avait dit lui-même que Bernard Arnault c'était quelqu'un de génial, avec d'Elon Musk, il s'était vu également, je me souviens, je crois que c'était d'ailleurs en haut de la tour Publicis, il y avait une photo assez célèbre à ce moment-là, et donc où en fait l'élite française, c'est là où je voulais en venir, inclut Bernard Arnault, commence à se dire en fait, le mood c'est à droite. C'est plus à gauche. Il faut noter une donnée importante, c'est que Bernard Arnault a racheté Tiffany & Co, Oui. qui était une grande Et c'est marque d'ailleurs de son luxe fils qui américaine. dirige Tiffany & Co, Exactement. qui était présent au Madison Square Garden. Alors, juste pour revenir très rapidement sur ce que disait Julien sur les relations entre la famille Trump et la famille Musk, selon les informations qu'on a aujourd'hui, ça fait depuis l'élection que Musk est à Mar-a-Lago et il en a quasiment pas bougé, et en fait il reste vraiment avec Donald Trump, et en fait ils sont vraiment en train de construire. Ils ont formé une équipe de 4-5 du coup de ceux qui vont être les plus importants Et ils vont plutôt vite. dans les prochaines années, et en fait ils passent leur temps quelque part à discuter ensemble de la stratégie, de comment ça va se passer, etc. Et ensuite, autre point, moi je voudrais revenir à Twitter, dont en fait tu parlais du populisme vertueux. Je pense que Twitter, les changements opérés par Elon Musk sont loin d'être inintéressants. C'est-à-dire que, notamment, il y avait cette question de lutte. D'ailleurs, on a augmenté le nombre de... Il a annoncé ce matin, Elon Musk, que du coup, ça a augmenté le nombre de personnes qui se sont inscrites sur Twitter forcément depuis l'élection. Alors que d'autres, je crois que c'est le Washington Post, qui a 11 millions d'abonnés sur Twitter, a annoncé quitter The Guardian. The Guardian. Ah oui, c'est The Guardian, tout Twitter, à fait. ouais. Vu ce qui se prenait au quotidien, c'est pas plus mal, mais... Comme quotidien. Oui, exactement. Donc, effectivement, la question tu parlais du populisme vertueux, il y a quelque chose sur Twitter qui a beaucoup changé, c'est l'idée que la démocratie parvient à trouver une forme de vérité par le consensus. Et c'est quelque chose qui est difficilement vérifiable sur Twitter. Je prends l'exemple des notes de la communauté. Les notes de la communauté, c'est quelque chose qui a été instauré par Elon Musk. Alors, si vous n'avez pas Twitter, chers auditeurs, en fait, c'est un système dans lequel les utilisateurs vérifiés peuvent indiquer par une note s'il y a une fake news, une fausse information ou pas. Et Elon Musk lui-même, d'ailleurs, parfois, on le voit certaines informations passer et il demande community notes, notes de la communauté, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas ? Et donc en fait, il y a cette vraie idée sur laquelle en fait les spécialistes et puis d'autres personnes en fait finalement vont aller donner leur avis dans le sens pour essayer d'être le plus proche possible de la vérité. Il redonne le pouvoir au peuple et il a licencié ceux qui justement non élus étaient à l'époque habitués de censurer. Vas-y. Je t'en prie. Non, juste pour en finir là, le seul point qui est vraiment négatif pour le coup avec la reprise de Twitter par Elon Musk, c'est la question de la certification. Alors, j'en viens justement. Je te passe le point. C'est pour ça que je me permettais de couper, pour conclure, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission. Je voudrais quand même que chacun, vous preniez 2 minutes pour me dire quels sont les points négatifs sur Elon Musk. Qu'est-ce qu'on peut craindre chez Elon Musk? Parce que là, les auditeurs vont dire vous êtes des fans encore, vous êtes avec le système, etc. Bon, très bien. Mais il y a forcément des aspects négatifs. Julien, toi, qu'est-ce que tu auras en tête? En tant que À part qu'il n'est pas venu chez Frontier encore. Voilà, il n'est pas encore venu chez Frontier. On va l'inviter. On ne sait jamais. S'il nous écoute. Non, moi, ce qui me gêne un peu en tant que conservateur, c'est tout l'aspect transhumaniste. C'est-à-dire que oui, il faut bien que la société évolue avec son temps et on ne peut pas être constamment dans le formol. Mais il y a une vision d'un futur qui, pour moi, peut être considéré comme, en quelque sorte, anxiogène, notamment la question de l'intelligence artificielle, de l'omniprésence qu'elle va avoir dans la société future, la question aussi des androïdes, parce qu'il a lancé le projet Optimus, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sont des robots qui vont aider les individus dans leurs tâches quotidiennes. Donc, il y a vraiment toute cette dimension futuriste qui me gêne un petit peu chez lui. Et vu qu'il veut aller très vite souvent et que ces questions-là demandent du temps, de la réflexion et sur du temps l'IA, aussi. c'est un très bon exemple aussi où L'IA, justement Elon Musk, en fait, qui était un pionnier de l'IA à l'origine, en fait. Alors là, tu manges sur ton temps de parole pour ta réponse, Pardon. Alexandre. Donc, je rends la parole. Tu choisis cet élément ou pas? De toute façon, j'ai bientôt fini, mais voilà, moi, c'est l'aspect qui me dérange le plus, c'est ce volet
transhumaniste, même si sur certains aspects ça peut être très positif, parce qu'avec Neuralink, on l'a vu, il y a eu un patient qui a été implanté de Neuralink, handicapé, et il peut faire beaucoup plus de choses grâce à cela. Donc ça a quand même contre le cancer. voilà, ça a des aspects quand même très positifs, mais le problème C'est plus son rapport au temps qui pose problème. c'est ça, le problème de ce type de technologie, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore et une fois qu'on l'a ouverte, on peut pas la refermer. Et même Mars, il a beau expliquer que ça va libérer, etc. Forcément, même si c'est une entreprise privée, ça va devenir un gouvernement. Donc si on est en train de préparer une colonisation de Mars, et au moment où ça arrive, en fait, c'est une sorte de Kamala Harris plus qui gère, ça va être une planète où j'aurais peut-être pas envie d'y aller, peut-être tant mieux. Alexandre? Alors, Ça 3 dépend points ce qu'on en fait. principaux. Moi, je suis pas un fan d'Elon Musk du tout. C'est-à-dire que j'aurais tendance à m'en méfier beaucoup. Je rejoins Julien sur le fait que c'est un allié de circonstance. C'est-à-dire qu'effectivement, il se retrouve dans notre camp pour l'instant. Effectivement, soyons, j'ai envie de dire, de son, enfin, Mais on est toi du qui même es bord. très écolo, il Mais est pour la justement, voiture voilà. En fait, électrique. il y a 3 points. Oui, mais alors justement, il y a 3 points sur 3 lesquels points, c'est beaucoup, il là. est dérangeant. Mais je vais essayer d'être rapide. Effectivement, la question du transhumanisme, Julien en a très bien parlé. Elon Musk n'est pas un conservateur. C'est quelqu'un qui est favorable à la GPA. C'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas du tout de vision de la famille traditionnelle, etc. Donc, pour le coup, à titre personnel, ça me dérange. Deuxième point, c'est la question écologique. Tesla, l'énorme avantage que ça a eu, c'est que ça a vraiment permis la démocratisation immense de la voiture électrique dans le monde entier. Aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus des Tesla. Et à côté de ça, ça a permis aussi à BMW et à d'autres marques aussi de se lancer vraiment là-dedans, disant Et que les c'est le Chinois. futur. Et les Chinois, exactement, qui sont maintenant qui sont en passe de devenir les leaders du marché. Cependant, gros problème sur l'écologie lié à Elon Musk, c'est que en voulant toujours aller plus vite, plus loin et plus grand, en fait, on arrive à une absence de limites. Et en fait, c'est bête, mais notre corps, notre planète, nous avons des limites. Et en fait, Elon Musk semble vouloir toutes les dépasser. Et en fait, je me dis que le risque qu'il prend à tout consommer dans le but de un jour peut-être retrouver des ressources ailleurs, etc., peut-être qu'on les aura déjà toutes consommées sur Terre, ces ressources, dans une quête inespérée de retrouver des ressources sur Mars. Mars, il faut se rendre compte que, à moins d'un miracle technologique dans les années à venir, on ne le verra jamais habité de notre vivant. Il veut faire exploser une bombe nucléaire là-bas pour modifier la Il y surface a et des rendre non, mais ça les plus projets habitable. sont tellement immenses que, en fait, il est probable, et même certain pour moi, qu'un jour, Elon Musk trouvera un véritable blocage et que le pass à sauter sera trop haut et que ça se cassera, tout son projet se cassera la figure. C'est comme, on parlait des essais de fusée tout à l'heure, si le 4e essai n'avait pas fonctionné, il n'en serait pas du tout là aujourd'hui avec SpaceX. Et je pense que ça arrivera un jour. Et le dernier point pour en finir très Il y a rapidement. Edison, il y c'est a que- des hommes qui ont Oui. abandonné. Oui, et ils ne savaient pas à quel point ils étaient près de réussir. Mais je me dis que ça arrivera un jour parce que nous avons des limites, même Elon Musk a des limites et tout ça. Et troisième point pour en finir très vite, il y a la question de la démocratie où en fait je pense que Elon Musk a une tendance à une vision très très américaine de la démocratie qui ne peut pas fonctionner dans le monde entier. Et je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, on se rendra compte aussi que des vices que peut cacher en fait cet excès démocratique qui peut advenir un jour. Et maintenant, je termine ça et je laisse la place à Eric pour que tu donnes aussi ton avis et que tu nous fasses une jolie conclusion à cette magnifique émission. Alors moi, Elon Musk, de toute façon, j'aime beaucoup. Je pense que les critiques que vous adressez à Elon Musk, en fait, sont des critiques que tous les politiques ou les fonctionnaires adressent aux entrepreneurs. Oui, il peut échouer. Oui, Regarde, ça on est peut des aller trop fonctionnaires, vite. Julien. Oui, Merci, oui, Eric. oui, on peut aller trop loin. En fait, laissons le temps au temps. Il est là pour avoir un aspect visionnaire. Si on commence à mettre des limites justement sur la vision, ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant là-dessus. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut considérer. Il faut plus juger est-ce que Donald Trump donne trop de pouvoir à Elon Musk ou pas. C'est à Donald Trump de gérer son rapport à Elon Musk. Et en même temps, il doit lui laisser une vraie liberté de pouvoir faire ces éléments-là. Moi, je crains plutôt le fait que le coup du changer l'État, etc., soit un peu complexe et qu'il ait peut-être du mal à arriver sur des résultats là-dessus. Et qu'on se retrouve à un abandon. Moi, j'ai peur qu'il s'emmerde. Qu'au bout d'un an, il laisse tomber, qu'il fasse autre chose parce que malgré tout, gérer des fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires qui nous écoutent. La dernière fois, j'ai une critique en disant on critiquait trop les fonctionnaires. Ça va être complexe. Mais
je partage vos éléments, mais je trouve que Elon Musk, effectivement, c'est un des personnages les plus inspirants quand même du 21e siècle. Tu t'en Et inspires? ça va pousser toute une partie des élites à se pousser. Ben, en tant qu'entrepreneur, pour le coup, en tant que chef d'entreprise, ça me parle bien entendu sur la question de l'investissement, sur la question des rapports aux autres, sur la question de la prise de risque, sur la question de l'innovation. Nous, en tant que médias, on est d'abord là pour s'innover. Et à ce sujet, téléchargez l'application mobile Frontier sur iOS et Android. Surtout, donnez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous appréciez chez Elon Musk? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Est-ce que vous le détestez au point de ne même pas être arrivé au bout de cette vidéo? Ou est-ce que c'est parce que vous nous détestez, mais vous pouvez continuer à le dire? En tout cas, n'hésitez pas à acheter justement notre magazine Trump, l'homme à abattre, où il y a un portrait d'Elon Musk. Notre nouveau magazine politique qui sort le 20 novembre en kiosque. On va continuer aussi ce Ils type peuvent le d'émission précommander. spéciale. Je pense qu'on parlera peut-être de la guerre en Ukraine à un moment. En tout cas, si vous aimez ces émissions, donnez vos sujets, vos idées de sujets, soutenez-nous. À très bientôt. À bientôt Alexandre. Julien, Eric. bonne émission.